Mes parents me traitaient comme leur bonne. Pour Noël, ils voulaient que je cuisine pour 25 invités. J'ai pris un vol pour la Côte d'Azur, les laissant seuls avec une cuisine vide. Leur choc n'était rien comparé à la surprise qui les attendait. Imaginez la scène. Vous êtes dans la cuisine de votre mère la veille de Noël, portant un tablier, de la farine sur les mains, tandis que 25 invités rient dans le salon. Votre mère entre, regarde la cuisinière vide et a un sourire suffisant. Ils ne sont que 25. Pourquoi n'as-tu pas commencé à cuisiner? C'était moi, le 23 décembre 2024. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas dit que je dirigeais une entreprise valant 4 millions d'euros dont elle ne savait rien. À la place, j'ai souri, j'ai détaché mon tablier et j'ai réservé un aller simple pour Nice, laissant derrière moi une cuisine vide et un dîner de Noël qui ne serait jamais préparé. Je suis Amélie Dubois, j'ai 37 ans, et voici comment j'ai finalement cessé d'être la bonne de ma famille. Il y a 15 ans, lors de mon premier Noël en tant qu'adulte, Noël 2009, j'avais 22 ans, fraîchement diplômé en communication de l'université et sans aucune perspective d'emploi. L'économie venait de s'effondrer et je vivais dans ma chambre d'enfant à Lyon, envoyant des CV qui disparaissaient dans le vide. La maison de mes parents sentait les aiguilles de pin et la cannelle ce soir de décembre. Maman avait décoré chaque recoin avec des guirlandes, des bougies et ses anges en porcelaine qu'elle collectionnait. 15 invités venaient pour le dîner de Noël. Tante, oncle, cousins, et quelques associés de mon père. Amélie, tu t'occupes du dîner, annonça maman en arrangeant des fleurs dans la salle à manger. Elle ne demandait pas, elle informait. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable où je rédigeais une énième lettre de motivation. Tout le dîner pour 15 personnes? Chloé a ses partiels à réviser. Elle ne peut pas être dérangée. Ma sœur avait 18 ans, en première année à l'université de Lyon. Elle était affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone, certainement pas en train d'étudier. J'ai des candidatures à terminer, dis-je prudemment. Il y a un poste en marketing chez. Les candidatures peuvent attendre. La voix de maman avait cette tonalité familière, celle qui signifiait que la conversation était terminée. C'est la famille. La famille passe en premier. C'était le premier signe que j'étais traité différemment. Chloé avait des exemptions. J'avais des missions. J'ai passé les 2 jours suivants dans la cuisine. J'ai fait rôtir une dinde de 6 kilos, préparé une purée de pommes de terre maison, un gratin de haricots verts, une sauce aux érelles, des petits pains et 2 tartes. J'ai mis la table, poli l'argenterie et arrangé le centre de table. Quand les invités sont arrivés la veille de Noël, j'étais encore dans la cuisine avec un tablier taché de sauce. Papa se tenait dans le salon avec un verre de whisky, présentant Chloé à son partenaire commercial, Henri Leclerc. Voici ma cadette, Chloé. Elle étudie le marketing à l'université, elle va reprendre l'entreprise un jour. Henri serra chaleureusement la main de Chloé. Vous suivez les traces de votre père. C'est merveilleux. Je suis passé devant eux en portant un plateau de hors-d'œuvre. Papa m'a jeté un regard, puis s'est retourné vers Henri sans un mot. C'était le 2e signe. Chloé était présentée comme l'avenir. J'étais invisible. Qui a fait ça? La femme d'Henri, une femme nommée Hélène, prit un champignon farci. C'est incroyable. Oh, c'est juste Amélie, dit maman en agitant la main d'un air dédaigneux. Elle a le temps de cuisiner. Pas encore de travail. Hélène m'adressa un regard de sympathie, mais je me retirais déjà dans la cuisine. Le schéma s'est répété à chaque fête par la suite. Action de grâce, Noël, Pâques, les dîners d'anniversaire de mes parents, les anniversaires. J'étais toujours dans la cuisine, à mettre en place ou à nettoyer après. Chloé était toujours à table, charmant les invités, étant mise en valeur. En 2012, j'avais lancé ma propre entreprise d'organisation d'événements. Je l'avais appelée Événements Stellaires. J'étais doué pour coordonner la logistique, gérer les fournisseurs, créer des expériences. J'avais appris ces compétences dans la cuisine de mes parents, ironiquement, mais quand j'en ai parlé à maman, elle a à peine levé les yeux de son magazine. Organisation d'événements? Comme des fêtes d'anniversaire pour enfants? Des événements d'entreprise, en fait. Lancement de produits, galas, conférences. C'est bien, ma chérie. Peux-tu passer au pressing en rentrant? Elle n'en a plus jamais parlé.
Ni papa. Ni Chloé. Alors, j'ai cessé d'en parler. Pendant 12 ans, j'ai construit Événements Stellaire en silence. J'ai décroché mon premier client majeur en 2014, une start-up technologique qui m'a payé 8 000 € pour organiser sa soirée de lancement. En 2018, j'avais 5 employés et un bureau dans le centre de Lyon. En 2022, je gérais des événements pour des entreprises du CAC 40. Mais quand je rendais visite à mes parents, je portais toujours un jean et un pull simple. Je conduisais ma vieille Renault au lieu de ma nouvelle Audi. Je n'ai jamais mentionné les 23 employés sur ma liste de paie ou les 4,2 millions d'euros de chiffre d'affaires que nous avons générés en 2024. Pourquoi ? Parce qu'ils ne demandaient jamais et j'étais fatigué d'offrir des informations qui seraient balayées d'un revers de main. La Toussaint dernière, en novembre 2024, a été particulièrement humiliante. Je venais de conclure un accord avec une grande chaîne hôtelière d'une valeur de 600 000 €. J'étais épuisé mais satisfaite, planant sur le succès professionnel. Puis je suis entré chez mes parents et maman m'a tendu un tablier. La dinde doit être arrosée toutes les 30 minutes. J'ai fait un planning. 23 employés me rendaient des comptes. Je négociais des contrats avec des PDG. J'avais fait l'objet de portraits dans 3 publications professionnelles et ma mère me tendait un planning d'arrosage. J'ai pris le tablier. J'ai arrosé la dinde. J'ai servi le dîner à 18 personnes pendant que Chloé parlait de son travail stressant de directrice marketing dans l'entreprise de papa, un poste qu'on lui avait donné, pas mérité. Chloé fait un travail incroyable, dit papa fièrement. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% cette année. J'aurais pu mentionner que le chiffre d'affaires de mon entreprise avait augmenté de 31%. Mais à quoi bon ? Ils auraient trouvé un moyen de le minimiser. Ils le faisaient toujours. Après le dîner, alors que j'étais plongé jusqu'au coude dans l'eau de vaisselle, j'ai pris une décision. Ce serait ma dernière fête en tant que servante de la famille. Je ne savais pas encore comment je briserais le cycle. Je savais juste que je ne pouvais plus faire ça. 15 ans à être ignoré, c'était assez. Je me suis séché les mains, j'ai raccroché le tablier et je suis rentré à mon appartement, celui que ma famille n'avait jamais visité parce qu'elle n'avait jamais demandé à le voir. 2 semaines plus tard, le 22 décembre, mon téléphone a vibré avec une notification qui allait tout changer. C'était un email de Victoire Rousseau, PDG du groupe Méridien. Le 22 décembre 2024, 9h47. J'étais assise dans mon bureau d'angle chez Événements Stellaire, regardant la neige tomber devant les baies vitrées. L'horizon de Lyon scintillait sous le soleil d'hiver, et mon bureau était couvert de contrats de fournisseurs, de plans de table et d'une tasse de café à moitié finie. Marc Olivier, mon directeur financier et ami le plus proche, frappa à la porte vitrée. Il avait 51 ans, les cheveux argentés, et le calme de quelqu'un qui avait vu toutes les crises et y avait survécu. Il était mon mentor depuis 2015, quand Événements Stellaire n'était que moi et un ordinateur portable. « Tu dois voir ça », dit-il en faisant glisser sa tablette sur mon bureau. J'ai regardé l'écran. Un email de Victoire Rousseau, PDG du groupe Méridien, un conglomérat d'hôtellerie et d'immobilier d'une valeur de 3,8 milliards d'euros. Objet, proposition de partenariat, services événementiels exclusifs 2025. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Le groupe Méridien voulait signer un contrat d'exclusivité avec Événements Stellaire. Toutes leurs fonctions d'entreprise, dîner de clients, lancement de produits et galas d'investisseurs pour toute l'année. Ils avaient examiné notre portfolio, parlé à nos références et mené une diligence raisonnable. La valeur du contrat proposé, 2,1 millions d'euros. C'est réel ? Ma voix sortit plus stable que je ne le sentais. Marc hocha la tête. J'ai appelé leur service juridique pour confirmer. C'est réel, mais il y a un hic. Il y avait toujours un hic. Victoire Rousseau veut vous rencontrer en personne avant de signer. Elle ne fait pas affaire avec des gens qu'elle n'a pas regardés dans les yeux. Marc fit une pause. La réunion est prévue pour le 24 décembre, à 11h, à leur siège à Nice. Le 24 décembre, la veille de Noël. On peut reporter, ai-je demandé. Victoire part pour la Suisse le 26. Elle ne sera pas de retour avant la mi-janvier. Marc se pencha en avant. Amélie, si nous ne signons pas avant le 24 décembre, ils passent à leur deuxième choix. Affaire de Luxe leur fait des propositions depuis des mois. Affaire de Luxe, mon plus grand concurrent.
Ils essayaient de me voler mes clients toute l'année. Je comprenais maintenant les enjeux. Ce n'était pas juste un contrat. C'était une déclaration. Le groupe Méridien était le genre de client qui ouvrait des portes. Leur approbation signifierait des recommandations à leurs partenaires, leurs investisseurs, tout leur réseau. Cela signifierait une expansion sur le marché de la Côte d'Azur. Cela signifierait qu'Événement Stellaire deviendrait un nom national au lieu d'un nom régional. Et si je perdais cela au profit d'affaires de luxe, l'industrie le remarquerait. Les clients se demanderaient pourquoi Méridien nous avait laissé passer. L'élan changerait. La réputation que j'avais mis 12 ans à construire pourrait commencer à s'éroder. Il y a autre chose, dit Marc. Il afficha un autre email sur la tablette. Victoire a mentionné votre article dans Challenge. J'ai fait défiler. C'était là, une ligne qui m'a coupé le souffle. J'ai été impressionné par votre profil dans la liste des 30 entrepreneurs de l'événementiel de moins de 40 ans de Challenge. Votre approche de la conception d'événements durables correspond aux valeurs de Méridien. J'ai hâte de rencontrer la femme derrière Événement Stellaire. L'article de Challenge était sorti en octobre. J'avais été interviewé pendant 2 heures, photographié dans mon bureau, cité abondamment sur l'innovation dans l'industrie de l'événementiel. L'article me qualifiait de force tranquille qui redéfinit les rassemblements d'entreprises. Je ne l'avais jamais montré à ma famille. À quoi bon? Maman trouverait quelque chose à critiquer. Papa comparait mon chiffre d'affaires au sien. Chloé lèverait les yeux au ciel. Mais Victoire Rousseau l'avait lu. Victoire Rousseau était impressionnée. Réserve mon vol, dis-je. Marc était déjà en train de taper. Fait. Tu pars demain soir, le 23 décembre, à 20h45. Arrivé à Nice à 1h30. Réservation d'hôtel au Negresco. Réunion à 11h précise. J'ai hoché la tête, sentant le mélange familier d'excitation et d'anxiété qui précédait chaque gros contrat. Mais cette fois, quelque chose d'autre bouillonnait sous la surface. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Appelle-moi. Important. J'ai fixé ces 3 mots. D'après mon expérience, important de la part de ma mère signifiait l'une des 2 choses suivantes, quelqu'un était malade ou elle avait besoin de quelque chose de moi. Étant donné que je n'avais pas entendu parler de maladie, la deuxième option semblait probable. J'aurais dû l'ignorer. J'aurais dû me concentrer sur la plus grande opportunité de ma carrière. Mes 15 ans de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain. La fille en moi, celle qui aspirait encore à l'approbation, qui espérait encore que cette fois serait différente, cette fille a pris le téléphone. J'ai appuyé sur appeler. Maman a répondu à la première sonnerie. Enfin, dit-elle. J'essaie de te joindre toute la matinée. Il était 10h15. Elle avait envoyé un seul SMS. Que se passe-t-il, demandai-je, en gardant ma voix neutre. Les plans pour Noël ont changé. Les amis de Chloé se joignent à nous cette année. 25 personnes au total. 25 personnes. Un nombre qui m'aurait excité professionnellement. Un nombre qui me terrifiait personnellement. C'est beaucoup, dis-je. C'est pourquoi j'ai besoin que tu sois là tôt demain. Cuisine, décoration, tout le tralala. Chloé est trop occupée par son travail. Et voilà. J'ai serré mon téléphone plus fort. À travers la paroi vitrée de mon bureau, je pouvais voir Marc me regarder avec inquiétude. Maman, je ne peux pas. J'ai un voyage d'affaires. Un voyage d'affaires à Noël? C'est important. Je m'envole pour Nice demain soir. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Nice? Pourquoi? Une petite fête que tu organises. Une petite fête? 2,1 millions d'euros. Le plus gros contrat de ma carrière. C'est une réunion client importante. Amélie, s'il te plaît. Nous savons toutes les deux que ton travail de freelance peut attendre. C'est la famille. C'était encore ça. La famille. Le mot qu'elle utilisait comme une arme chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Je ne peux pas annuler ce voyage. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Ma mâchoire se serra. Les deux. Silence au bout du fil. J'ai entendu sa brusque inspiration. Le précurseur du chantage affectif que je savais venir.
Sais-tu à quel point j'ai travaillé dur pour que ce Noël soit spécial? Chloé a été sous une pression énorme au travail. Elle a besoin de cette célébration. Et ses amis sont des gens très importants, des collègues, des clients potentiels pour l'entreprise de ton père. Ce n'est pas juste un dîner. C'est du réseautage. Du réseautage pour Chloé, pour l'entreprise de papa. Jamais pour moi. Maman, je comprends, mais... Tu es égoïste. Sa voix devint froide. Tu l'as toujours été. Chloé donne et donne à cette famille et tu ne peux même pas cuisiner un seul repas. J'ai fermé les yeux. 15 ans de ces conversations. 15 ans à m'entendre dire que j'étais égoïste d'avoir des limites. Égoïste d'avoir une vie. Égoïste d'exister en dehors de leurs attentes étroites. Ma réponse est non. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit non. Je ne serai pas là demain. Je ne cuisinerai pas le dîner pour 25 personnes. J'ai une réunion qui ne peut pas être reportée. La voix de maman tomba à un sifflement. Quelle réunion pourrait bien être plus importante que ta famille? Un contrat d'une valeur de plus de 2 millions d'euros. La ligne resta silencieuse un instant. Juste un instant. J'ai cru qu'elle m'avait peut-être entendu. Qu'elle comprendrait enfin. Puis elle rit à nouveau. Méprisante. Cruelle. 2 millions d'euros. Amélie, honnêtement, où vas-tu chercher ces fantasmes? Tu organises de petites fêtes d'entreprise. Tu n'es pas une grande femme d'affaires. Quelque chose s'est fissuré en moi. Pas brisé, fissuré. Une fissure qui se formait depuis 15 ans s'est finalement ouverte. Tu ne sais rien de ce que je fais. J'en sais assez. Je sais que tu as 37 ans, que tu es célibataire, sans véritable carrière. Je sais que tu as perdu des années avec ce passe-temps pendant que ta sœur se construisait un véritable avenir. Et je sais que quand la famille a besoin de toi, tu n'es jamais là. Chaque mot atterrissait comme une gifle. Calculé, précis, conçu pour blesser. Marc se leva de son bureau, me regardant à travers la vitre. Il avait entendu assez de ces appels au fil des ans pour reconnaître le schéma. Je vais à Nice, dis-je calmement. Tu peux te débrouiller pour le dîner sans moi. Si tu abandonnes cette famille, ne prends pas la peine de revenir. J'aurais dû me sentir dévasté. Au lieu de ça, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Pendant un long moment, je suis resté assise, le téléphone à la main, fixant l'horizon de Lyon. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était étrangement calme. Marc est apparu à ma porte. Ça va? Elle voulait que j'annule Nice pour cuisiner pour 25 personnes la veille de Noël. Il secoua lentement la tête. Et quand tu as dit non? Elle m'a dit de ne pas prendre la peine de revenir. Marc s'approcha et s'assit sur la chaise en face de mon bureau. Il était avec moi depuis les débuts, quand événement stellaire n'était qu'un rêve et un tableur. Il m'avait vu construire quelque chose de réel pendant que ma famille le considérait comme un passe-temps. Amélie, je te connais depuis 9 ans. Je t'ai vu négocier des contrats d'1 million d'euros. Je t'ai vu gérer des crises qui briseraient la plupart des gens. Tu es l'une des dirigeantes les plus compétentes que j'ai jamais rencontrées. Il fit une pause. Mais quand il s'agit de ta famille, tu deviens quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus petit. J'ai détourné le regard. Il n'avait pas tort. C'est le moment, dit-il. Tu peux continuer à te rabaisser pour correspondre à leurs attentes ou tu peux choisir ta propre voie, mais tu ne peux pas faire les deux. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Chloé. Maman pleure. Merci beaucoup. Tu ne pouvais vraiment pas faire passer la famille en premier pour une journée. Tellement égoïste. J'ai répondu, j'ai des engagements professionnels. Sa réponse est venue instantanément. Professionnels? Quels engagements? Tu organises des fêtes d'anniversaire. Remets-toi. J'aurais pu répondre. J'aurais pu expliquer. J'aurais pu me défendre. À la place, j'ai supprimé la conversation. Réserve le vol, dis-je à Marc. Je vais à Nice. Il hocha la tête, se dirigeant déjà vers la porte. Puis il s'arrêta. Amélie, tu prends la bonne décision. Si ça peut t'aider. Ça m'aidait beaucoup.
Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement, mon loft avec 2 chambres à la Croix-Rousse qui coûtait 3 000 € par mois, avec des murs en briques apparentes et une vue sur les montagnes. L'appartement que ma famille n'avait jamais vu parce qu'elle n'avait jamais demandé. J'ai fait un bagage à main, des vêtements professionnels pour la réunion, des vêtements confortables pour l'avion, mon ordinateur portable, les contrats, le matériel de présentation, et une dernière chose, le numéro d'octobre de Challenge avec mon visage en page 47. Je ne savais pas pourquoi je l'emportais. Peut-être comme une preuve, peut-être comme une armure, peut-être juste pour me rappeler que je n'étais pas folle, que j'avais construit quelque chose de réel. À 20h45 le 23 décembre, mon avion a décollé de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, grimpant à travers les nuages de neige vers Nice. En bas, ma famille était probablement assise dans le salon, furieuse de mon absence. Qu'ils soient furieux. J'avais un contrat à signer. Le vol de Lyon à Nice dure environ 1 heure, mais imaginons un vol plus long pour le bien de l'histoire. J'ai passé la plupart du temps à réviser le contrat méridien, à prendre des notes dans les marges, me préparant à chaque question possible que Victoire Rousseau pourrait poser. Mais vers minuit, quelque part au-dessus du Massif central, j'ai sorti le magazine Challenge. La couverture présentait un PDG de la tech que je ne reconnaissais pas. Mais en page 47, j'étais là, une photo pleine page de moi debout dans mon bureau, les bras croisés, l'horizon de Lyon derrière moi. Amélie Dubois, la force tranquille derrière événements stellaires. J'ai lu le premier paragraphe pour la 20e fois. Dans une industrie dominée par des personnalités bruyantes et une autopromotion tapageuse, Amélie Dubois a bâti un empire de l'événementiel de 4 millions d'euros grâce à une attention méticuleuse aux détails et une capacité quasi surnaturelle à anticiper les besoins des clients. Je ne crois pas à l'esbrouf, dit Dubois depuis son bureau d'angle au cœur de Lyon. Je crois au fait d'être présente. L'article détaillait notre trajectoire de croissance, notre taux de fidélisation de 93%, notre expansion dans les pratiques événementielles durables. Il citait 3 PDG qui me qualifiaient des indispensables et de meilleurs dans le domaine. Et ma famille n'avait aucune idée que cela existait. J'avais envisagé de le leur montrer pendant environ 5 minutes. Puis j'ai imaginé la réponse de maman, probablement quelque chose sur le fait que la photo me donnait l'air fatigué, ou que j'aurais dû me maquiller davantage, ou que l'ami de Chloé avait aussi été dans un magazine une fois, et que ce n'était pas si important. Alors je l'ai gardé pour moi. J'ai remis le magazine dans mon sac alors que l'avion commençait sa descente. Les lumières de Nice s'étalaient en dessous comme des diamants éparpillés, et j'ai senti cette montée d'adrénaline familière avant la réunion. Mon téléphone a vibré alors que nous roulions vers la porte d'embarquement. Un nouvel email de Victoire Rousseau envoyé à 23h47. Objet, Ré, Contranjar MH 20 241 223 signature finale. Chère Madame Dubois, je vous confirme notre réunion de demain à 11h. Veuillez apporter 2 pièces d'identité pour la certification. Notre équipe juridique aura le contrat final prêt pour signature. J'ai joint notre accord de non-divulgation standard et les termes préliminaires. Si vous avez des questions, mon assistante peut être jointe au numéro ci-dessous. J'ai hâte de rencontrer la femme derrière événements stellaires. Cordialement, Victoire Rousseau, PDG, Groupe Méridien. J'ai sauvegardé l'email, puis j'ai pris une capture d'écran et l'ai sauvegardé aussi. Preuve. Documentation. Les habitudes de quelqu'un qui a appris que les mots ne signifient rien sans preuve. Le Negresco était tout ce que j'attendais. Élégance belle époque, vue sur la mer, un hall qui chuchotait l'argent. Je me suis enregistré à 2h du matin, me suis effondré dans un lit king size et j'ai dormi 6 heures. Quand je me suis réveillé le 24 décembre, j'avais 11 nouveaux SMS. 4 de maman, 3 de Chloé, 2 de papa, 2 de numéros inconnus qui étaient probablement des parents à qui je ne voulais pas parler. Je n'en ai lu aucun. Au lieu de cela, j'ai pris une douche, enfilé mon meilleur tailleur anthracite et relu mes notes une dernière fois. À 10h30, j'ai pris un VTC pour le siège du groupe Méridien, une tour de verre sur la promenade des Anglais qui reflétait le soleil de décembre comme un phare. La réceptionniste a vérifié mon identité et m'a remis un badge visiteur. Madame Rousseau vous attend, au 10e étage. Le trajet en ascenseur m'a semblé interminable. Mon cœur battait contre mes côtes. C'était le moment. La réunion qui pourrait tout changer. Mais alors que l'ascenseur montait, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un appel de Chloé. Je l'ai refusé. Une autre vibration, un message vocal.
Contre toute attente, j'ai écouté. Amélie, c'est Chloé. Maman est en pleine crise. Aucun traiteur ne veut venir la veille de Noël. Surprise, surprise. Papa fait jouer ses relations, mais personne ne peut t'aider. Victoire Rousseau est censée être à notre dîner ce soir, et nous n'avons rien à servir. C'est de ta faute si tu avais juste. J'ai arrêté le message vocal. J'ai réécouté une phrase. Victoire Rousseau est censée être à notre dîner ce soir. J'ai fixé mon téléphone alors que l'ascenseur sonnait. Victoire Rousseau, PDG du groupe Méridien, la femme que j'étais sur le point de rencontrer, allait chez mes parents pour le dîner de Noël. Comment était-ce possible? Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un hall en marbre. Une femme en robe bleu marine s'est approchée avec un sourire professionnel. Madame Dubois, Madame Rousseau est prête pour vous. Par ici. Je l'ai suivie dans un couloir bordé de récompenses et de photographies. Mon esprit tournait. Victoire Rousseau connaissait mes parents. Ou du moins, elle avait été invitée à leur dîner, ce qui signifiait qu'elle connaissait Chloé ou papa. Quelqu'un les avait mis en relation, probablement par le biais des cercles d'affaires. Lyon n'est pas si grande dans certains secteurs. Est-ce que Victoire savait que j'étais la fille de Renaud Dubois? Savait-elle que la famille qu'elle allait visiter ce soir était la même que celle que je venais de quitter? L'assistante a ouvert une porte sur une salle de conférence d'angle. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la baie des Anges. Une longue table dominait l'espace. Des documents juridiques étaient étalés sur sa surface. Et à la tête de la table se tenait Victoire Rousseau. Elle avait la cinquantaine, les cheveux argentés, avec les yeux vifs de quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de rien. Elle portait un blazer crème et des boucles d'oreilles en perles. Sa poignée de main était ferme. Madame Dubois, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Le plaisir est pour moi, Madame Rousseau. Elle m'a indiqué une chaise. Commençons, si vous le voulez bien. J'ai un vol pour Lyon cet après-midi. Lyon? Mon estomac se serra. Je me suis assise, j'ai ouvert mon dossier et je me suis préparé à signer le contrat le plus important de ma carrière. Tout en essayant de ne pas penser à ce qui arriverait quand Victoire Rousseau arriverait chez mes parents ce soir. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je veux faire une pause et vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été ignoré par votre propre famille? Ont-ils déjà méprisé votre succès, ignoré vos réalisations, vous ont-ils fait sentir invisible? Si oui, tapez 1 dans les commentaires. Si vous vous êtes déjà défendu et avez fixé des limites, tapez 2. Et s'il vous plaît, si vous voulez voir ce qui s'est passé quand Victoire Rousseau est entrée chez mes parents, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Maintenant, revenons à l'histoire. La signature du contrat a duré 45 minutes. Victoire Rousseau était minutieuse. Elle a examiné chaque clause, a posé des questions pointues sur notre capacité, nos relations avec les fournisseurs, nos protocoles d'urgence. J'ai répondu à chacune avec la confiance de quelqu'un qui avait passé 12 ans à se préparer pour ce moment. À 11h52, nous avons toutes les deux signé le contrat numéro MH 20 241 223. Un photographe a immortalisé le moment. Victoire et moi nous serrons la main, l'horizon de Nice scintillant derrière nous. Son assistante a certifié les documents et m'a remis ma copie dans un dossier en cuir embossé du logo du groupe Méridien. Bienvenue dans la famille Méridien, dit Victoire en souriant chaleureusement. J'ai le sentiment que ce sera un partenariat exceptionnel. Je suis entièrement d'accord. Nous avons échangé quelques amabilités supplémentaires, puis son assistante est apparue avec un rappel discret concernant son vol. Je passe la veille de Noël avec des associés à Lyon, mentionna Victoire en rassemblant ses affaires. Les Dubois, vous les connaissez? Renaud dirige une entreprise de matériaux de construction. Sa fille Chloé est assez impressionnante. Ma gorge se serra. J'ai entendu parler d'eux. Renaud est un investisseur potentiel pour un projet que nous développons. Sa femme m'a invité à leur dîner de Noël. Elle rit légèrement. Normalement, je déclinerais, mais je suis curieuse de leur fonctionnement, et on m'a dit que la nourriture est spectaculaire. La nourriture? La nourriture que j'étais censé avoir cuisinée. J'ai réussi à garder une expression neutre. J'espère que vous vous amuserez bien. Victoire s'arrêta à la porte, m'étudiant avec ses yeux vifs. Vous savez,
il y a quelque chose de familier chez vous, Madame Dubois. Le nom peut-être. Un lien avec les Dubois de Lyon? C'était le moment. J'aurais pu lui dire. J'aurais pu lui expliquer que Renaud et Marguerite étaient mes parents, que Chloé était ma sœur, que j'avais passé 15 ans à être leur traiteur non rémunéré tout en construisant l'entreprise dans laquelle elle venait d'investir 2,1 millions d'euros. Mais je ne l'ai pas fait. C'est un nom courant, dis-je à la place. Victoire hocha la tête, apparemment satisfaite, et partit. Je suis resté assise dans la salle de conférence vide pendant un long moment après son départ, le contrat signé lourd dans mes mains. Elle ne savait pas. Elle n'avait aucune idée que la nourriture spectaculaire du dîner de Noël des Dubois était censée avoir été préparée par moi. La femme avec qui elle venait de signer un contrat majeur. Elle ne savait pas que la famille qu'elle s'apprêtait à visiter avait passé des années à considérer mon travail comme un passe-temps, ma carrière comme une blague. Et ce soir, quand elle arriverait chez mes parents et ne trouverait aucun dîner préparé, aucun traiteur engagé, aucun festin magique sorti de nulle part, que se passerait-il alors? Une partie sombre de moi voulait voir ça. Voulait regarder ma mère se démener, mon père trouver des excuses, l'image soigneusement construite de ma sœur s'effondrer. Mais une plus grande partie de moi ressentait quelque chose d'inattendu. De l'épuisement. J'étais fatigué du drame, fatigué d'être attiré dans leur orbite, fatigué de définir ma valeur par leurs réactions. J'avais ce pourquoi j'étais venu. Le contrat était signé. L'avenir de mon entreprise était assuré. Ce qui se passerait à Lyon ce soir n'était plus mon problème. Je suis rentré cet après-midi-là, atterrissant à Lyon à 18h47, exactement à l'heure où le dîner de Noël des Dubois était censé commencer. J'ai pris un VTC de l'aéroport à mon appartement, commandé de la nourriture thaïlandaise et éteint mon téléphone. Pour la première fois en 15 ans, j'ai passé la veille de Noël seul, et c'était paisible. Je ne savais pas encore ce qui se passait chez mes parents. Je ne le découvrirai que le lendemain matin, mais je peux vous le dire maintenant car je l'ai reconstitué plus tard à partir des récits d'Hélène Leclerc et de deux autres invités qui étaient là. À 17h30, Marguerite Dubois est entrée dans sa cuisine s'attendant à trouver les plateaux habituels de hors-d'œuvre, une dinde rôtissant, des marmites mijotant sur chaque feu. Au lieu de cela, elle n'a rien trouvé. Appareil froid, comptoir vide, pas d'Amélie. Renaud. Sa voix résonna dans la maison. Renaud. Mon père apparut, ajustant sa cravate. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est la nourriture? Où est Amélie? Je croyais que tu avais dit qu'elle s'en occupait. Elle devait. Elle était censée être là il y a des heures. Chloé descendit les escaliers, vêtue d'une robe de cocktail rouge. Que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous? Ta sœur nous a abandonnés. Il n'y a pas de dîner. L'heure qui suivit fut un chaos. Appel téléphonique à toutes les entreprises de traiteurs de Lyon. Toutes complètes ou fermées pour les fêtes. Une course désespérée à l'épicerie pour ne trouver que le rayon des plats préparés dévalisé. Mon père a fait jouer ses relations avec 3 restaurants, qui ont tous poliment décliné. À 18h, lorsque les invités ont commencé à arriver, la table de la salle à manger des Dubois contenait ceci, 2 poulets rôtis du supermarché, 3 sacs de salade prémélangés, un plateau de fromage de Carrefour, et des petits pains encore dans leur emballage plastique. Hélène Leclerc, la femme qui avait complimenté mes champignons farcis il y a 15 ans, se tenait dans le salon, observant la scène. Marguerite, tout va bien? Tu as l'air troublée. Tout va bien. Le sourire de ma mère était crispé. Nous avons eu un petit souci de traiteur, des changements de dernière minute. 25 invités se mêlaient maladroitement. La maison était magnifique, décorée à la perfection, mais la nourriture racontait une autre histoire. Ce n'était pas le dîner élégant que ma mère avait promis. C'était un désastre à peine dissimulé par les lumières de Noël. À 19h15, Victoire Rousseau est arrivée. Elle a traversé le salon avec l'assurance de quelqu'un habitué à commander l'attention. Ses boucles d'oreilles en perles captaient la lumière alors qu'elle serrait la main de Renaud, complimentait les décorations de Marguerite, échangeait des banalités avec Chloé. Merci beaucoup de m'avoir invité, dit Victoire chaleureusement. J'ai entendu des choses merveilleuses sur vos dîners de Noël. Le sourire de Marguerite se crispa. Oui. Eh bien, cette année est un peu différente. Nous avons eu quelques défis inattendus. Victoire jeta un coup d'œil vers la salle à manger où le poulet rôti trônait dans sa triste splendeur.
son expression resta poliment neutre, mais j'imagine qu'elle révisait silencieusement son opinion sur la compétence de la famille Dubois. Mon père orienta la conversation vers les affaires. Ma mère versa généreusement du vin. Ma sœur fit le tour de la pièce, essayant de détourner l'attention de l'évidence. Et puis Hélène Leclerc a prononcé les mots qui allaient tout dénouer. Elle faisait défiler son téléphone, LinkedIn probablement, ou peut-être Instagram, quand elle s'arrêta brusquement. « Oh mon Dieu !» dit Hélène assez fort pour que le groupe à proximité l'entende. « Renaud, Marguerite, venez voir ça. » Elle tendit son téléphone, montrant une publication LinkedIn qui avait été publiée quelques heures plus tôt. Une photo de Victoire Rousseau serrant la main de quelqu'un. Une légende qui disait « Ravi d'annoncer notre partenariat avec @événements stellaires et la brillante Amélie Dubois. Nous nous réjouissons d'une incroyable année 2025 Groupe Méridien Organisation d'événements Challenge moins de 40 ans. » Hélène leva les yeux vers mes parents, la confusion évidente sur son visage. « Attendez, Amélie Dubois ? N'est-ce pas votre fille ?» La pièce devint silencieuse. Pas complètement. Il y avait encore des bavardages de fond, de la musique de Noël jouant doucement, le tintement des verres. Mais dans le cercle autour d'Hélène Leclerc, le silence tomba comme un rideau. Ma mère fixa l'écran du téléphone, son visage se vidant de sa couleur. Mon père se pencha, plissant les yeux. « Qu'est-ce que c'est ? Une sorte d'erreur ? » « C'est Amélie, » dit Hélène en zoomant sur la photo. « Votre Amélie ?» serrant la main de Victoire Rousseau dans ce qui ressemble à un bureau très chic. Victoire Rousseau elle-même s'avança, regardant la publication. Son expression changea. Reconnaissance, puis surprise, puis quelque chose que je ne peux décrire que comme un amusement ravi. « Amélie Dubois », dit lentement Victoire. « Votre fille est Amélie Dubois, la fondatrice d'événements stellaires. » La bouche de Marguerite s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. « Oui, Amélie est notre fille, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'événements stellaires ?» Victoire rit. Un son authentique et chaleureux qui brisa la tension. « Marguerite, Événements stellaires est l'une des entreprises d'organisation d'événements les plus prospères de la région Rhône-Alpes. Je viens de signer un contrat de 2,1 millions d'euros avec eux ce matin. 2,1 millions d'euros. » Le chiffre flottait dans l'air comme une grenade. Renaud devint pâle. 2 millions ? C'est plus que le bénéfice annuel de notre entreprise. Votre fille a construit quelque chose de remarquable, continua Victoire, apparemment inconsciente de la dévastation qu'elle causait. J'ai lu son profil dans Challenge en octobre dernier. Absolument inspirant. Son approche de la conception d'événements durables est en avance de plusieurs années sur l'industrie. Challenge ? La voix de Chloé se brisa. Amélie était dans Challenge ? Hélène cherchait déjà sur son téléphone. Oh oui, le voilà. Numéro d'octobre. Amélie Dubois, la force tranquille derrière événements stellaires. Il y a tout un article. Elle tourna l'écran pour que tout le monde puisse voir une photo de moi dans mon bureau d'angle. Les bras croisés, regardant directement l'objectif. Professionnelle, confiante, réussie. Tout ce que ma famille s'était convaincue que je n'étais pas. D'autres invités se sont approchés, attirés par l'agitation. Bientôt, une foule s'était formée, se passant les téléphones, lisant des extraits à voix haute. Il est dit qu'elle a 23 employés. Son entreprise a réalisé plus de 4 millions de chiffres d'affaires cette année. Cette citation est incroyable. Je crois au fait d'être présente, pas à l'esbrouf. Ma mère se tenait figée au centre du chaos, sa fête de Noël soigneusement construite s'effondrant autour d'elle. Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit, murmura Marguerite, plus pour elle-même que pour quiconque. Peut-être, dit doucement Victoire, que vous n'avez pas demandé. Le silence qui suivit fut dévastateur. Hélène Leclerc, la même femme qui venait au dîner de Noël des Dubois depuis 15 ans, prit la parole. Vous savez, Marguerite, je me suis toujours posé des questions sur Amélie. Elle était toujours dans la cuisine, toujours en train de travailler, et vous la mentionniez à peine. Chaque fois que je posais des questions sur elle, vous changiez de sujet. D'autres invités hochèrent la tête, murmurant leur accord. Elle semblait si compétente, continua Hélène. Vous vous souvenez de ces champignons farcis qu'elle a fait il y a des années ? Les meilleurs que j'ai jamais goûtés. J'aurais dû savoir qu'elle ferait quelque chose de ce talent.
Le partenaire commercial de Renault, Henri Leclerc, s'avança. Renault, je n'avais aucune idée que ta fille dirigeait une entreprise de 4 millions d'euros. Pourquoi diable ne me l'as-tu pas dit? Nous aurions pu faire affaire ensemble. Mon père n'avait pas de réponse. Chloé, quant à elle, était passée du pâle au rouge. Elle serrait son verre de vin comme une bouée de sauvetage, sa façade d'hôtesse parfaite s'effritant. Elle n'a jamais rien dit, marmonna Chloé. Elle ne nous l'a jamais dit. Elle nous a juste laissé penser qu'elle était. Vous laissez penser quoi? Demanda Victoire, un sourcil levé. Qu'elle n'avait pas de succès, qu'elle n'était pas importante, que son travail ne comptait pas. La bouche de Chloé se referma brusquement. Victoire Rousseau scruta la pièce avec l'évaluation calme d'une PDG qui venait de résoudre une énigme. J'ai rencontré Amélie ce matin. Elle était professionnelle, préparée, et l'une des jeunes dirigeantes les plus impressionnantes que j'ai rencontrées. Nous avons parlé pendant près d'une heure avant de signer. Elle fit une pause. Elle n'a jamais mentionné qu'elle était de votre famille. Un autre coup. La main de Marguerite trembla alors qu'elle posait son verre de vin. Elle ne vous a pas dit que nous sommes sa famille. Je lui ai demandé si elle avait un lien avec les Dubois de Lyon. Elle a dit que c'était un nom courant. L'implication frappa durement. Amélie ne les avait pas revendiqués, n'avait pas voulu être associée à eux, avait gardé le lien familial caché, non pas par honte d'elle-même, mais peut-être par toute autre chose. Oh mon Dieu, souffla Hélène, la réalisation se faisant jour. C'est pour ça qu'elle n'est pas là ce soir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dîner. Elle était à Nice en train de signer ce contrat. Pendant que vous attendiez d'elle qu'elle cuisine pour 25 personnes, ajouta Henri, son ton froidement critique. Le visage de Renaud était passé du pâle au violet. Attendez une minute. C'est une affaire de famille. Vraiment, demanda Victoire. Parce que de mon point de vue, il semble que vous ayez traité une femme d'affaires très prospère comme une employée de maison. Et quand elle a enfin eu une opportunité qui comptait, un contrat avec mon entreprise, rien de moins, vous vous attendiez à ce qu'elle donne la priorité au petit pain plutôt qu'à sa carrière. Le silence était absolu. Quelque part en arrière-plan, Douce Nuit jouait sur la chaîne IFI. Ironique. Victoire se tourna vers mes parents avec un sourire agréable qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je crois que je comprends maintenant pourquoi Amélie n'a pas mentionné ce lien de parenté. Veuillez lui transmettre mes salutations quand vous lui parlerez. Et remerciez-la pour moi. Si elle ne s'était pas retirée de ce dîner, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés aujourd'hui. Elle posa son verre de vin intact. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un vol pour la Suisse demain matin. Marguerite, Renaud, merci pour l'invitation. Ce fut instructif. Elle partit sans un regard en arrière. La porte d'entrée se referma derrière elle et la pièce explosa. Les invités se regroupèrent, chuchotant à propos d'articles de challenge, de contrats de plusieurs millions d'euros et de la fille que les Dubois n'avaient jamais mentionnée. Ma mère s'effondra sur une chaise, sa fête de Noël en ruine. Mon père se retira dans son bureau, claquant la porte. Chloé s'enfuit à l'étage, probablement pour pleurer, rager, ou les deux. Et dans mon appartement de l'autre côté de la ville, j'étais assise sur mon canapé avec un pad thaï et Netflix, ignorant béatement la révolution qui se déroulait dans le salon de mes parents. Je n'apprendrai toute l'histoire que le 26 décembre, quand Hélène Leclerc m'a appelé directement. Amélie, dit-elle, je te dois des excuses. Je connais ta famille depuis 15 ans, et je ne t'ai jamais demandé ce que tu faisais réellement dans la vie. C'était mal de ma part. Ce n'est pas grave, Hélène. Ce n'est pas toi qui devrais t'excuser. Peut-être pas. Mais je veux que tu saches ce que Victoire a dit à la fête à ton sujet, que tu étais l'une des dirigeantes les plus impressionnantes qu'elle ait rencontrées. Tout le monde dans cette pièce l'a entendu. Tout le monde sait maintenant. Elle fit une pause. Tes parents ont beaucoup d'explications à donner et je ne pense pas que la communauté va les laisser oublier ça de sitôt. Une petite partie mesquine de moi ressentit de la satisfaction. Une plus grande partie se sentait simplement fatiguée. Merci de me l'avoir dit, Hélène. Bien sûr. Et Amélie, félicitations pour le contrat. Tu as manifestement travaillé très dur. Tu mérites chaque succès. Personne dans ma famille ne m'avait jamais dit ces mots. Il a fallu qu'une quasi-inconnue le fasse en premier. La nuit de Noël à Nice fut chaude et calme.
J'étais assise sur le balcon de ma chambre d'hôtel au Negresco, regardant la lune peindre des rayures argentées sur la Méditerranée. J'avais commandé le service en chambre, un steak, des légumes rôtis, un verre de vin rouge. Le dossier du contrat reposait sur la table à côté de moi, son poids étrangement rassurant. Mon téléphone était éteint. Il l'était depuis mon atterrissage. 15 appels manqués, 32 SMS, 6 messages vocaux, tous de membres de ma famille avec qui je n'avais aucune envie de parler. Mais maintenant, avec le contrat signé et mon avenir assuré, je me sentais prête. Pas prête à pardonner, pas prête à me réconcilier, juste prête à être claire. J'ai allumé mon téléphone et j'ai regardé les notifications affluer. Maman, 18h47, appelle-moi immédiatement. Maman, 19h23, Amélie, c'est sérieux. Victoire Rousseau, c'est pour toi. Maman, 20h15, comment as-tu pu nous humilier comme ça devant tout le monde? Maman, 21h02, s'il te plaît, appelle. Nous devons parler. Chloé, 19h45, tu te moques de moi, là. Chloé, 20h30, tu nous as fait passer pour des idiots devant 25 personnes. Chloé, 22h17, maman est en pleine crise. Tu es contente? Papa, 21h45, Amélie, nous devons discuter de ce qui s'est passé. Ce n'est pas comme ça que la famille devrait fonctionner. J'ai lu chaque message sans émotion. La manipulation était si évidente. Maintenant, le chantage affectif, le rejet de la faute, l'absence totale de responsabilité. Pas un seul message ne me félicitait pour le contrat. Pas un seul message ne reconnaissait que j'avais construit quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Pas un seul message ne s'excusait pour des années de mépris. Mon téléphone a sonné. Marc. Salut. J'ai répondu. Joyeux Noël, Amélie. Comment tu tiens le coup? Mieux que prévu. J'ai pris une gorgée de vin. Le contrat est signé. Victoire était incroyable. J'ai entendu. Elle m'a envoyé un email après la réunion. A dit que tu étais encore plus impressionnante en personne que sur le papier. Il fit une pause. J'ai aussi entendu ce qui s'est passé à Lyon. Les nouvelles vont vite. L'assistante de Victoire a envoyé un message à notre équipe. Apparemment, le dîner de Noël des Dubois était tout un spectacle. J'ai ri. Un vrai rire. Peut-être le premier depuis des jours. Je n'ose imaginer. Amélie, écoute. Tu as pris la bonne décision. Tu as choisi ta carrière, ton entreprise, ton avenir. Tu ne leur dois rien. Je sais. Et pour la première fois, je le croyais vraiment. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un email. Pas une diatribe, pas une accusation, juste une déclaration claire et professionnelle, le genre que j'enverrais à un client difficile. A. Renaud Dubois, Marguerite Dubois, Chloé Dubois. Objet, concernant Noël et l'avenir. J'ai tapé lentement, choisissant chaque mot avec soin. J'ai signé un contrat avec le groupe Méridien aujourd'hui pour 2,1 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle je n'étais pas au dîner de Noël. Pendant 15 ans, j'ai cuisiné et nettoyé pour chaque réunion de famille pendant que ma carrière était considérée comme un passe-temps. Quand j'ai dit à maman que j'avais une réunion importante, elle a ri. Quand j'ai posé une limite, on m'a traité d'égoïste. Je ne suis pas égoïste de donner la priorité à mon travail. Je ne suis pas ingrate d'avoir des exigences. Je ne suis pas un échec parce que mon succès ne correspond pas à votre définition. Je ne m'excuserai pas de m'être choisi. Je suis ouverte à la reconstruction de notre relation, mais seulement sous certaines conditions. Je ne serai plus traité comme le traiteur de la famille. Je serai respecté comme un membre égal de cette famille. Ma carrière sera reconnue, pas méprisée. Si ces conditions sont inacceptables, je comprends. Mais je ne reviendrai pas à la situation antérieure. Je vous contacterai quand je serai prête à parler. Amélie. Je l'ai lu 3 fois, j'ai révisé une phrase, puis j'ai appuyé sur envoyer. Pendant un long moment, je suis restée assise à regarder les vagues. Personne n'a répondu cette nuit-là. Je ne m'y attendais pas. Ils avaient besoin de temps pour digérer, pour réaliser que la fille qu'ils avaient ignorée avait complètement dépassé leurs attentes. Marc avait eu raison. C'était un tournant, mais pas seulement professionnellement. Personnellement.
J'ai fini mon vin alors que la lune montait plus haut sur la baie des Anges. Demain, je rentrerai chez moi. Je retournerai dans mon bureau en tant que PDG qui venait de décrocher le plus gros contrat de l'histoire d'Événements Stellaires. Je bâtirai sur ce succès, m'étendrai sur de nouveaux marchés, embaucherai plus de personnel, et ma famille devrait décider, voulait-il une relation avec Amélie Dubois, PDG et fondatrice, ou voulait-il seulement l'Amélie qui restait petite, silencieuse, dans la cuisine? Je connaissais déjà la réponse dont j'avais besoin. La question était de savoir s'ils étaient capables de la donner. Je veux faire une pause ici un moment. Si cette histoire résonne en vous, si vous vous êtes déjà senti ignoré, sous-évalué ou pris pour acquis par les personnes qui devraient vous aimer le plus, veuillez prendre une seconde pour cliquer sur ce bouton d'abonnement et activer les notifications. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que je devrais pardonner à ma famille ou devrais-je maintenir les limites que j'ai fixées? Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Les retombées ont commencé le 26 décembre et se sont propagées comme une pierre jetée dans l'eau calme. La publication LinkedIn de Victoire Rousseau avait été partagée 2347 fois au moment où j'ai vérifié ce matin-là. La section des commentaires était remplie de félicitations, de contacts professionnels me contactant, de clients potentiels exprimant leur intérêt. 3 heures après la publication de Victoire, Les Échos Entrepreneurs a envoyé un email demandant une interview sur les étoiles montantes de l'industrie de l'événementiel. Ma boîte de réception s'est remplie de demandes de partenariat, 6 au total, de la part d'entreprises avec lesquelles j'essayais de me connecter depuis des années. Le contrat Méridien n'a pas seulement sécurisé notre avenir. Il nous a annoncé au monde. Mais à Lyon, les ondes de choc étaient très différentes. Hélène Leclerc a publié sur Facebook cet après-midi-là. Elle n'a pas nommé de nom, mais tout le monde dans leur cercle social savait exactement de qui elle parlait. Ce Noël, j'ai appris une leçon importante. Ne jamais sous-estimer les gens de sa propre famille. Parfois, la personne qui a le plus de succès dans la pièce est celle que personne ne remarque. La publication a obtenu 287 j'aime et 43 commentaires. Plusieurs personnes ont identifié indirectement mes parents, posant des questions pointues sur la dynamique familiale et le soutien des rêves de nos enfants. Le téléphone de Marguerite a commencé à sonner. Des femmes de son comité de bienfaisance, de son club de lecture, de sa société de jardinage, tout appelant avec une curiosité à peine voilée sur la situation de Challenge. J'ai entendu dire que votre fille est une sacrée femme d'affaires, a dit l'une. Pourquoi n'avez-vous jamais mentionné qu'elle avait autant de succès, a demandé une autre. Ma mère avait passé des années à cultiver une image, épouse dévouée, mère solidaire, pilier de la communauté. Cette image avait maintenant des fissures. Mon père a fait face à son propre jugement. Henri Leclerc, le mari d'Hélène et l'associé de longue date de Renault, a appelé le 27 décembre. Renault, j'ai réfléchi à ce projet d'expansion dont nous avons discuté. J'aimerais faire appel à un partenaire d'organisation d'événements pour la célébration du lancement. Bien sûr, a dit mon père, sentant probablement une opportunité. À qui pensais-tu? L'entreprise d'Amélie. Événements Stellaires. J'ai vu son profil dans Challenge. Très impressionnant. Silence. J'espérais que tu pourrais faire les présentations, a poursuivi Henri. Je la contacterai directement, bien sûr, mais je pensais que les liens familiaux pourraient aider. Mon père, qui ne m'avait jamais présenté à un contact professionnel, qui avait passé 15 ans à traiter ma carrière comme invisible, se voyait maintenant demander de faciliter une introduction. Je verrai ce que je peux faire, a-t-il dit. Mais Henri n'a pas attendu. Il a trouvé mon email professionnel et a envoyé une demande formelle cet après-midi-là. J'ai répondu dans les 2 heures avec une proposition. Renaud Dubois n'était plus le gardien. La situation de Chloé était plus complexe et plus satisfaisante, si je suis honnête. Elle avait passé des mois à cultiver une relation avec le groupe Méridien, espérant positionner l'entreprise de papa comme fournisseur pour leur développement à Lyon. Elle avait assisté à des événements de réseautage, envoyé des emails stratégiques, s'était positionnée comme l'ambassadrice commerciale de la famille. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Le 28 décembre, Chloé a contacté le bureau de Victoire Rousseau pour demander une réunion de suivi sur les opportunités de partenariat potentielles. L'assistante de Victoire a répondu par un message poli mais ferme. L'emploi du temps de Madame Rousseau est entièrement rempli jusqu'à la fin du premier trimestre. Pour de futures demandes, veuillez adresser votre correspondance à notre processus de candidature de fournisseur standard.
Traduction, vous n'êtes pas une priorité. Chloé avait passé des années à surfer sur la vague du favoritisme parental, supposant que sa position de fille qui réussit était assurée. Maintenant, en l'espace de 72 heures, cette identité avait été brisée. Je n'ai pas ressenti de joie face à sa douleur, mais je mentirais si je disais que j'avais de la peine pour elle. Quant à moi, l'élan professionnel était indéniable. Au 30 décembre, j'avais confirmé 3 nouvelles réunions de clients pour janvier, reçu 2 offres d'emploi d'entreprises concurrentes, que j'ai toutes 2 déclinées. Été contacté par un agent littéraire qui pensait que mon histoire de persévérance entrepreneuriale pourrait faire un mémoire convaincant. J'avais projeté une augmentation de 35% du chiffre d'affaires pour 2025 sur la seule base du contrat méridien. Marc l'a parfaitement résumé lors de notre appel vidéo ce matin-là. Amélie, tu as travaillé pour ce moment pendant 12 ans. Chaque nuit tardive, chaque client difficile, chaque sacrifice, tout a mené ici. Tu le mérites. Je le croyais, enfin. Mais le développement le plus surprenant est venu d'une source inattendue. Le 29 décembre, une lettre est arrivée à mon appartement. Pas un email, une vraie lettre manuscrite envoyée en livraison express. L'adresse de l'expéditeur était celle de la maison de mes parents. L'écriture était celle de mon père. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Que pouvait-il bien dire qui importerait? Mais la curiosité l'a emporté. Chère Amélie, j'ai passé les 4 derniers jours à essayer de comprendre comment j'ai pu manquer ce qui était juste devant moi. Tu as bâti une entreprise, une vraie entreprise avec des employés, des clients et un chiffre d'affaires qui dépasse le mien. Et je ne le savais pas parce que je n'ai jamais demandé. Je me disais que j'étais un bon père. Je me disais que je soutenais mes 2 filles. Mais la vérité est que j'ai vu ce que je m'attendais à voir. Je m'attendais à ce que Chloé réussisse, alors j'ai cherché ses succès. Je m'attendais à ce que tu aies des difficultés, alors c'est tout ce que j'ai vu. J'avais tort. Profondément, terriblement tort. Je n'attends pas de pardon. Je ne l'ai pas mérité. Mais je veux que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que tu as accompli. Et je suis fier, tardivement, inadéquatement, mais sincèrement fier de la femme que tu es devenue. Si tu es d'accord, j'aimerais avoir la chance d'en apprendre davantage sur Événements Stellaires, de comprendre ton travail, de connaître ma fille. Quelle que soit ta décision, je la respecterai. Ton père, Renaud. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai posée sur mon comptoir de cuisine et j'ai fait du café. Je n'étais pas prête à répondre. Pas encore. Une lettre n'effaçait pas 15 ans. Les mots n'annulaient pas les actions. Mais c'était au moins un début. Le réveillon du Nouvel An, 2024, 31 décembre. Je me tenais à la fenêtre de mon appartement, regardant les feux d'artifice exploser sur le centre de Lyon. La ville scintillait de célébrations. Les dernières minutes d'une année qui avait tout changé. Mon téléphone était sur le comptoir, silencieux pour une fois. J'avais fixé de nouvelles limites là aussi. Mettant en sourdine les discussions de groupe, refusant les appels auxquels je n'étais pas prête, répondant à mon propre rythme plutôt qu'au leur. La lettre de mon père était toujours là où je l'avais laissée, à côté de ma cafetière. Je l'avais lue une douzaine de fois au cours des 2 derniers jours. Chaque fois, je ressentais quelque chose de différent. Colère, tristesse, espoir, scepticisme. Finalement, à 23h47, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Il a répondu à la première sonnerie. Amélie. Salut, papa. Une longue pause. Je pouvais entendre ma mère en arrière-plan demander qui appelait. Il ne lui a pas répondu. Merci d'avoir appelé, dit-il enfin. Je ne m'y attendais pas. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. J'ai failli ne pas le faire. J'ai gardé ma voix stable, professionnelle. Mais j'ai réfléchi à la suite. Moi aussi, papa. Je suis prête à essayer de reconstruire quelque chose, mais pas comme avant. Je comprends. Je le pense vraiment. Plus question d'être le traiteur de la famille. Plus question de mépriser mon travail. Plus question de me traiter comme si j'étais invisible pendant que Chloé a toute la lumière. J'ai pris une profonde inspiration. Si je viens à des événements familiaux, je viens en tant qu'invité, en tant qu'égal, pas en tant que personnel. C'est juste. Plus que juste. Et j'ai besoin que tu me poses vraiment des questions sur ma vie.
Pas seulement supposer que tu sais. Pose des questions sur mon entreprise, mes clients, mes objectifs. Sois intéressé. Une autre pause. Quand il a repris la parole, sa voix était plus rauque. J'aurais dû faire ça depuis le début. Oui, tu aurais dû. Le silence s'est étiré entre nous, rempli de 15 ans de non-dits. Mais pour la première fois, il ne semblait pas hostile, juste fatigué. Ta mère, dit papa prudemment, a du mal avec ça. Elle n'est pas prête à admettre qu'elle avait tort. Pas encore. Je sais. Je n'avais reçu aucune lettre de Marguerite, aucun message vocal, juste un unique SMS cassant. Bonne année. J'espère que tu vas bien. Une politesse de façade masquant le ressentiment. Donne-lui du temps, dit papa. Je lui ai donné 15 ans. Il n'a pas eu de réponse à cela. Je viendrai dîner la semaine prochaine, dis-je enfin. Dimanche. Mais je viens en tant qu'invité. Quelqu'un d'autre peut cuisiner. Je commanderai de ce restaurant italien que tu aimais bien. Une petite chose, mais un début. Après avoir raccroché, je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé l'horloge avancer vers minuit. Dans quelques minutes, ce serait 2025, une nouvelle année, un nouveau chapitre. Le contrat de Victoire Rousseau était signé. La proposition d'Henri Leclerc était dans ma boîte de réception. Les éco-entrepreneurs voulaient une interview. Mon entreprise était prête pour sa plus grande année. Et ma famille, les gens qui m'avaient si longtemps ignoré, me voyaient enfin. Non pas parce que je les y avais forcés. Non pas parce que j'avais crié, combattu ou exigé, mais parce que j'étais parti. Parce que je m'étais choisi. Parce que j'avais laissé le succès parler plus fort que n'importe quel argument. Il y a une citation que j'aime. Je ne me souviens pas de qui elle est. La meilleure vengeance est un succès éclatant. Mais je ne le vois plus comme une vengeance. La vengeance implique que vous êtes toujours concentré sur les personnes qui vous ont blessé. Que vous mesurez toujours votre valeur à leurs normes. Que vous essayez toujours de leur prouver quelque chose. Ce que j'ai fait n'était pas de la vengeance. C'était du respect de soi. Les feux d'artifice ont atteint leur apogée à minuit. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marc. Bonne année, patronne. 2025 va être incroyable. J'ai répondu, tu as raison. Ça l'est déjà. Puis j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. Pas le prochain événement client, pas la prochaine négociation de contrat. Mes limites. Écrites clairement, professionnellement, comme je le ferais pour n'importe quel accord commercial. Je participerai aux rassemblements familiaux en tant qu'invité, pas en tant que servante. Je n'accepterai pas le manque de respect déguisé en humour. Je ne m'excuserai pas de donner la priorité à ma carrière. Je serai traité comme une égale où je ne participerai pas. Je répondrai aux tentatives sincères de connexion et j'ignorerai la manipulation. Mon temps et mon énergie sont précieux. Je les dépenserai en conséquence. Des règles simples, des attentes claires, le genre de limite que j'aurais dû fixer il y a 15 ans. Mais voici ce que j'ai appris. Il n'est jamais trop tard. On n'est jamais trop vieux, trop avancé, trop enraciné pour changer le schéma. Le moment où vous décidez que vous méritez mieux est le moment où tout bascule. Mes parents ne sont pas parfaits. Ils ne comprendront peut-être jamais complètement ce qu'ils ont fait de mal ou combien cela m'a coûté. Chloé ne s'excusera peut-être jamais. Mais ce n'est plus mon problème. Mon problème est de construire la vie que je veux, la carrière que j'ai méritée, les relations que je choisis. Et c'est exactement ce que je vais faire. Voilà donc mon histoire. Un voyage de 15 ans, de servante de la famille à la signature d'un contrat de 2 millions d'euros pendant que ma famille se débattait sans moi. Si vous vous êtes déjà senti ignoré, méprisé ou pris pour acquis, je veux que vous sachiez que votre succès vous attend. Il ne nécessite pas leur approbation. Il ne nécessite pas leur reconnaissance. Il nécessite seulement que vous pariez sur vous-même.